Bonsoir très chers téléspectateurs de 2œuvres TV, il est 19 h, suivant le journal. Mécontentement général sur les enseignants volontaires au Togo. Après la publication des résultats du concours de recrutement dans l'administration publique, seulement 2000 entre eux ont été retenus parmi les 2000 qui ont été cités. Une situation que dénonce l'Alliance Année-Photo. En Grèce, des prêts bancaires se font de plus en plus rares. Difficile pour les entrepreneurs de convaincre les banques de leur accorder des prêts. Une réalité qui perdure aux grandes dames des efforts de redressement de l'économie de ce pays du sud de l'Europe. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous allons faire un focus dans le secteur de la vente des œufs. Comment fonctionne-t-il et comment s'organise ce business? Nous y reviendrons en fin d'édition. Première étape de ce journal, le Togo où les enseignants volontaires ne décolèrent pas après la sortie des résultats de recrutement des enseignants dans l'administration publique, organisé le 20 novembre 2018. Après la publication des résultats le 22 septembre dernier, une grève a été initiée par l'Association nationale des enseignants volontaires du Togo, Année-Photo, pour protester contre la prise en compte d'enseignants du privé parmi les 2000 admis au concours. Selon Florent Sandou, président de l'association, seulement 1000 enseignants volontaires ont été retenus au terme de ce concours destiné initialement aux enseignants volontaires et aux volontaires nationaux de l'enseignement. Toujours dans l'actualité académique en Afrique, la rentrée scolaire qui s'annonce sous de bons auspices en Somalie. Après l'introduction de nombreux programmes scolaires, la première depuis l'éclatement de la guerre civile en 1991. Les élèves et enseignants saluent cette initiative des autorités gouvernementales qui peinent pourtant à relever un système éducatif amputé par les conflits imposés par les milices Chebab. On suit cet élément. Chaque jour qui se lève est un nouveau départ pour ces élèves de Banadir en Somalie. Ils sont les premiers depuis le déclenchement de la guerre civile en 1991 à découvrir un nouveau programme scolaire. Lancé cette année par les autorités, il semble avoir déjà séduit enseignants et élèves. Les élèves s'adaptent bien au nouveau programme car il est basé sur leur religion, leur culture et leur langue. Ils le trouvent facile à comprendre. Ils apprennent bien avec ce nouveau programme. Et maintenant, ils peuvent même lire les livres eux-mêmes. Ce nouveau programme est bien meilleur que l'ancien qui était en anglais. Il est meilleur car il est dans notre langue maternelle, le somali. Un motif d'espoir pour les autorités somaliennes qui savent toutefois que le chemin reste encore long pour offrir à ces enfants un enseignement de qualité. Il y a des défis indéniables. À l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 enseignants, mais seulement 22% d'entre eux sont qualifiés et certifiés. Vous pouvez comprendre que la qualité des élèves dépend de la qualité des enseignants. Après des années à combattre les islamistes Chebab, les autorités somaliennes se tournent donc désormais vers l'éducation pour construire l'avenir de leur jeunesse. Lancement des appels à candidature pour le prix des notes de la meilleure thèse éducative pour l'édition 2020. Pour la 7e édition de ce prix initié par l'Université de Mons en Belgique et l'Alliance universitaire francophone AUF, les participants ont jusqu'au 1er février pour boucler les dépôts de dossiers de candidature. Le prix Louis des notes de la meilleure thèse éducative est décerné chaque année à un chercheur originaire du pays
du Sud. Un thème lié à l'usage des technologies de développement du système éducatif. Le candidat doit par ailleurs avoir validé sa thèse pour une initiation membre du réseau de l'AUF. Le lauréat repartira avec une cagnotte de 2500 €. Chisinau, la capitale moldave, a accueilli du 25 au 26 novembre dernier l'Académie francophone d'entrepreneuriat. Cette rencontre qui regroupait une trentaine d'étudiants francophones provenant des 6 universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en Moldavie et en Roumanie, visant à sensibiliser les jeunes étudiants à la région d'Europe de l'Est et à la culture de l'entrepreneuriat. Durant 5 jours, les participants ont eu l'occasion de bénéficier de formations pratiques et de s'imprégner des modèles locaux. L'Académie francophone d'entrepreneuriat est une initiative de l'AUF soutenue par le Centre national de l'innovation digitale dans l'éducation, l'Université pédagogique d'État et d'autres auteurs institutionnels et socio-économiques. On aborde à présent la page économique de ce journal en commençant par la Côte d'Ivoire pour parler de la construction croissante du tourisme à l'économie nationale. Ce vendredi 27 septembre, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, le ministre ivoirien du tourisme, Seydou Fofana, relevait que les chiffres liés au secteur du tourisme ont contribué à hauteur de 6,25% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en 2018. Selon le ministre, le secteur a permis à créer de nombreux emplois directs et indirects. Un dynamisme que le gouvernement ivoirien entend renforcer avec la mise en œuvre du projet dénommé Sublime Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de hisser le pays parmi les 5 premières destinations touristiques en Afrique à l'horizon 2025. Le gouvernement burkinabé veut s'investir dans la promotion des mets locaux. Un fonds de 50 millions de francs CFA devrait être injecté par le ministre concernant leur campagne de production, dont la vulgarisation de leurs recettes auprès du grand public. Rien que pour 2018, ce sont quelques 200 milliards de francs CFA d'achat pour de produits locaux qui ont été récemment introduits par l'État burkinabé. Une aubaine que veut saisir le gouvernement pour stimuler davantage la consommation locale. Voyons cet élément. La culture de la consommation des produits du terroir est un véritable levier de développement économique. Au Burkina Faso, en 2018, c'est près de 200 milliards de francs CFA qui ont été engrangés par l'État en termes de recettes de consommation des mets locaux par les structures publiques. Un arrêté a même été pris en 2017 invitant les populations à prioriser les mets locaux lors des manifestations officielles et cérémonies de réjouissance. À ce propos, une invite a été adressée aux opérateurs économiques et aux institutions bancaires à accompagner les restaurateurs pour le financement de projets allant dans ce sens. En 2018, c'est à peu près 195 milliards qui ont été investis dans l'achat des produits locaux. Déjà pour ce premier semestre, lorsqu'on fait le point pour ces structures de l'État, on est déjà à une vingtaine de milliards qui est déjà investi. On n'a pas encore fait l'ensemble du bilan. Les bilans sont en train, les éléments sont en train d'arriver pour être consolidés. Ça montre clairement qu'au bout de 2-3 ans, nous sommes à peu près à 200 milliards en termes d'achat à travers les cantines scolaires, à travers les mairies, à travers l'armée, à travers beaucoup de structures de concentrés de l'État qui achètent et qui montrent clairement qu'on peut partir dans les produits locaux. Et pour y arriver à développer cette économie locale, la promotion du Made in Burkina s'avère nécessaire. D'où l'idée d'une soirée de dégustation de recettes faites à base de produits de maïs et de karité. Elle permettra de connaître dans un premier temps les mets, les acteurs directs et susciter une réelle économie pour les producteurs, transformateurs et restaurateurs.
Le ministère en charge du commerce a dégagé 50 millions de francs CFA pour vulgariser ces produits auprès des consommateurs. Des consommateurs que le ministre Aruna Kabore invite à manger local. Il faut faire en sorte que les produits sortent des événements. Il faut donc les rendre populaires. Vous savez, ces personnes n'ont pas souvent les moyens pour faire de la publicité dans les télés, dans les radios. Et c'est notre responsabilité de faire connaître ces produits. C'est pour cela qu'on fait des événements. Mais c'est aussi pour cela qu'avec l'association des marketeurs du Burkina Faso, toute une campagne de publicité va démarrer bientôt pour permettre donc à ce que les gens connaissent ces produits davantage, à ce que les gens sachent où trouver ces produits. L'imagination et le savoir-faire des femmes n'étaient plus à démontrer dans ce domaine. On pouvait y voir des brochettes faites à base de maïs ainsi que des biscuits made in Burkina. Je me suis dit que pendant les cérémonies, les gens n'ont pas aimé manger le gori. Ils aiment, mais ils ne peuvent pas manger parce que c'est difficile à servir. Bon, je me suis dit que si je l'enfilais dans le bois de brochette, facilement on peut le manger debout, soit lors des cocktails, bon, certaines cérémonies. Le biscuit de maïs à base de maïs. D'abord, il faut aller mourir le maïs. Après, vous allez tamiser pour avoir la farine fine. Ensuite, vous allez mouiller pour avoir la pâte. Et de là vous allez étaler pour avoir la forme que vous voulez avec des moules. Ensuite, vous allez passer au four et on va avoir les biscuits de maïs. Le ministère du Commerce s'engage également à certifier 100 produits locaux à raison de 300 000 francs CFA par produit, ce qui permettra à ces mets locaux d'être plus visibles à l'international. La société d'investissement Moringa vient d'acquérir 46% des parts de l'entreprise malienne de fabrication de boissons naturelles Sobema. Cette initiative permettra notamment à Sobema de développer d'autres types de produits avec l'introduction de nouvelles boissons adaptées aux besoins du marché local et répondant aux normes internationales. Moringa est une société d'investissement détenue conjointement par le groupe financier Edmond et Rothschild et l'Office national française des forêts, qui travaille au développement des entreprises d'agroforesterie en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Après la Côte d'Ivoire et le Kenya, le géant francophone alimentaire Carrefour devrait inaugurer son premier hypermarché à Yaoundé, au Cameroun, le 9 octobre prochain. Cette infrastructure sera la deuxième implantée dans ce pays d'Afrique centrale après l'ouverture en décembre 2017 d'un premier centre commercial à Douala. L'annonce de l'ouverture de cet espace commercial intervient dans un contexte de bataille judiciaire entre le consortium Carrefour, CFAO, Relais et la famille. Toujours dans la capitale politique camerounaise où le groupe s'apprête à construire un deuxième centre commercial qui devrait se porter à 3 le nombre d'hypermarchés installés par Carrefour dans la première économie d'Afrique centrale. Plus de 5 milliards de francs CFA pour réussir la transition agroécologique dans le Sahel et dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est un vaste chantier que l'Agence française pour le développement a initié dans 5 pays de la sous-région, dont le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où la phase de lancement de ce projet a eu lieu le vendredi 20 septembre dernier à Abidjan. Pour la Côte d'Ivoire, ce sont quelques 580 millions de francs CFA qui seront déployés pour la première phase de ce projet. Les explications avec la télévision ivoirienne. D'une durée de 4 ans, le projet d'appui à la transition agroécologique au Sahel et en Afrique de l'Ouest va s'étendre sur 5 pays dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Ce projet vise à améliorer les performances des exploitations familiales agricoles pour la sécurité alimentaire. Il est financé par l'Agence française de développement, AFD, pour un montant global d'environ 5 milliards 800 millions de francs CFA.
La transition agroécologique, je crois qu'on n'a plus le choix. On est convaincu que c'est une des solutions importantes face aux défis de la baisse de la productivité des agricultures, de l'augmentation démographique, des dérèglements du climat. Ce projet sous-régional concerne le maraîcher, la cacaoculture et la pisciculture. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il s'inscrit dans le programme national d'investissement. Il est de ce fait important que le MINADER s'associe à sa mise en œuvre pour le bien-être de nos braves acteurs du monde agricole. Le projet va impacter plus de 2500 producteurs. C'est plus de 880 000 €, soit environ 580 millions de francs CFA pour le développement des innovations à la transition écologique. En Côte d'Ivoire, les premières actions dans le cadre de ce projet seront effectuées dans les localités de la Maraoué, de San Pedro et de Yamoussoukro. Direction la Grèce, où les entrepreneurs peinent véritablement à obtenir des prêts bancaires pour le financement de leurs activités. Les banques sont réticentes à accorder des prêts et même quand c'est le cas, les taux sont écrasants largement au-dessus de la moyenne européenne. Une situation qui freine littéralement les perspectives de croissance de cette économie convalescente. Suivons cet élément. Euronews a rencontré cet entrepreneur devant sa banque en Grèce. Il a essayé d'obtenir un prêt pour son restaurant situé sur l'île de Salamine, mais sans succès. Les banques grecques sont très difficiles à convaincre en ce moment. Nous n'avons pas de nouvelles pour l'instant. La seule chose positive, c'est que nous avons pu régler d'anciennes dettes. Nous nous efforçons de respecter toutes nos obligations de paiement. Les banques devraient commencer à accorder des crédits aux entrepreneurs et le faire à des taux d'intérêt plus bas. Sinon, rien ne marche. Il faut donc attendre et espérer. Pour les personnes qui parviennent à obtenir un prêt, le prix à payer est élevé. Si les citoyens européens peuvent obtenir un prêt professionnel avec un taux d'intérêt inférieur à 2%, pour un Grec, c'est plus du double. Idem pour les prêts immobiliers. Dans la zone euro, le taux d'intérêt moyen est d'environ 1,5% contre plus de 3% en Grèce. Les banques grecques donnent l'impression d'une blessure qui ne guérit pas. Les contribuables ont déjà payé plus de 60 milliards d'euros pour les sauver à travers 3 plans de sauvetage. Après toutes les recapitalisations qui ont pesé sur la dette publique, quelqu'un doit nous dire pourquoi le système bancaire grec est toujours en difficulté. Où est passé l'argent? Permettez-moi de rappeler que cet argent vient du peuple grec et pas des actionnaires. Ce n'est pas de l'argent privé. Pour combattre une croissance ralentie, le gouvernement grec prépare un plan au nom héroïque. Le dispositif Hercule, du nom du demi-dieu grec, vise à assainir les bilans des banques grecques en fournissant des garanties pour la vente d'obligations constituées de prêts non performants. Si cela fonctionne, cela aidera les banques à revenir à une situation normale et à remplir leur principale mission, celle de prêter aux entreprises et aux ménages grecs. La Grèce espère désormais obtenir le feu vert de l'Union européenne pour lancer ce système de garantie publique qui pourrait aider ces banques à se décharger de 30 milliards d'euros de créances douteuses. Notre équipe de reporters s'est dirigée dans la commune d'Abobo pour recueillir des informations sur qu'est-ce que la banqueroute. Suivons à présent cet élément. Bon, une bonne route, c'est une cessation de paiement à un individu qui est insolvable. Bon, selon ma connaissance, la petite connaissance que j'ai, voilà de la chose. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est plus en mesure de pouvoir être payée par exemple une entreprise quelconque. Lorsque cet individu n'est plus, n'est plus à mesure de pouvoir, on peut dire, réguler soit ses paiements dans différentes matières, soit différents systèmes, quoi. Une banqueroute, je crois que c'est une fuite. Une fuite. C'est-à-dire que deux groupes se rencontrent et l'autre arrive à prendre le dessus sur l'autre groupe. Donc, le groupe qui a perdu, ou bien le camp qui a perdu,
s'enfuit. On dit ça la banqueroute. Non, franchement, une banqueroute. Bon, j'ai jamais entendu cette expression. Bon, il faut pas trop. Bon, relative à une banque, bon, si on se réfère peut-être à le mot la route, une banque ou peut-être une banque qui fait son chemin, quoi. Peut-être une banque mobile, un truc de ce genre-là. Franchement, voici ma réponse, quoi. C'est à ça, je pense. À présent, suivons cet élément explicatif sur qu'est-ce que c'est que véritablement la banqueroute. Suivons cet élément. La banqueroute est la cessation du paiement de la part des négociants devenus insolvables. À l'origine, le terme banqueroute vient de l'italien bancarotta, qui signifie banc cassé, en référence aux banquiers installés sur des comptoirs qui devaient casser leurs bancs en public en cas de faillite pour signifier leur interdiction d'exercer ce métier. Aujourd'hui en France, la banqueroute est un délit pénal qui consiste pour une organisation à gérer frauduleusement ses comptes alors qu'elle-même est en état de cessation du paiement. Contrairement à la faillite qui est due aux aléas de la vie économique et peut toucher n'importe quelle société, la banqueroute résulte d'un comportement volontaire pour aggraver sa situation financière en dépit des responsabilités et des engagements qui existent envers les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs. Les poursuites pénales sont conditionnées à l'ouverture préalable d'un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements doit donc être établi avant de pouvoir engager des poursuites. Le dirigeant de société, si les faits sont caractérisés, peut donc faire l'objet d'une faillite personnelle. La faillite personnelle entraîne l'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise. Le tribunal compétent de commerce pour les activités commerciales et artisanales et de grande instance pour les professions libérales, activités agricoles par exemple. La faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre de la personne physique ou morale qui n'a pas payé des dettes mises à sa charge. En effet, la faillite sera prononcée sur une faute de gestion à contribuer à une insuffisance d'actifs. Le tribunal pourra condamner l'auteur de cette faute à payer la totalité ou une partie de l'insuffisance d'actifs. Comme nous le disons dans le sommaire de ce journal, c'est le business de la vente des œufs que nous avons choisi pour notre dossier entrepreneuriat. Cette activité qui est parmi les plus en vue à Abidjan et permet à de nombreux micro-entrepreneurs de vivre et de subvenir à leurs besoins. Nous avons interrogé quelques vendeurs et voilà leurs réponses. Elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire, ces femmes entrepreneurs à avoir côtoyé sinon à pratiquer encore la vente des œufs. Pour les populations, l'œuf est l'un des aliments les plus privilégiés en raison de son accessibilité tarifaire et il fait partie des ingrédients les plus couramment utilisés dans la gastronomie locale. Cette réalité économique a fini par développer une véritable industrie autour de ce produit et ce sont des centaines, sinon des milliers d'entreprises spécialisées dans la production d'œufs qui se sont créées pour approvisionner le marché. Le fait est que dans le contexte entrepreneurial ivoirien, se lancer dans la vente d'œufs est l'une des activités les plus pratiques, non seulement en raison du peu d'exigences financières que cela implique, mais aussi de la clientèle naturellement disponible qui permet de faire tourner l'activité constamment. Par jour, je peux vendre, comme aujourd'hui lundi comme ça, je sais que je vais faire 185 ou même 190 000 francs. Mais c'est les autres jours, samedi, dimanche comme ça, je peux faire 260, 270. Voilà, ça dépend en fait. Dans ce commerce situé dans le quartier d'Abobo à la périphérie nord d'Abidjan, cette dame en a fait son activité principale. Le magasin qu'elle gère est un centre d'approvisionnement pour les détaillants du quartier et cela lui réussit plutôt bien, en dépit des coûts relativement élevés de la plaquette à la ferme. Je me suis retrouvée dans ce métier pour pouvoir subvenir à mes besoins, être indépendante, ne pas toujours tendre la main et puis j'ai trouvé que c'est un métier qui est rentable. Ça me permet de subvenir à mes besoins, à ne pas me retrouver dans la rue, à me prostituer, à faire des choses vraiment qui ne sont pas bonnes. En tant que femme, il faut être autonome, il faut être indépendante, il faut arriver à subvenir à ses besoins. Bon, pas forcément ce qui gagne par jour, sinon le métier il est rentable.
Sinon, les comptes sont bons, on arrive à se défendre, on arrive à subvenir à nos besoins grâce à cela. Pour elle aussi, la vente d'œufs en gros et en détail est une aubaine. Outre le fait d'approvisionner les détaillantes du quartier, elle réalise des bénéfices assez importants en appliquant des tarifs particulièrement intéressants au détail. Un aspect des choses que les populations aiment bien, parce que dans ce centre de vente de proximité, le coût de l'œuf est accessible à toutes les bourses. Bon, pratiquement 250 plaquettes ou bien 300 les dimanches. Les week-ends surtout, 300 plaquettes. Une plaquette à 2000 francs et ce qui est gros à 2200. Cependant, le climat n'est pas toujours au beau fixe pour ces commerçantes. L'idéal pour elles est de travailler en partenariat avec des structures avicoles les plus proches, non seulement pour minimiser le facteur coût et le transport des plaquettes et réguler. Il y a ceux qui vendent les demi-grossistes, les clients aussi de pain et autres, les boutiquiers, on a même les supérettes. On approvisionne tout ce monde-là. Toujours est-il que le secteur tourne plutôt bien et il a ceci à son avantage. C'est qu'il représente un investissement à tout point de vue utile qui peut s'avérer rentable du fait du haut niveau de consommation des œufs par les populations ivoiriennes. À présent, nous vous laissons vous enquérir du taux de conversion du franc CFA en devises étrangères. Spectateurs d'avoir choisi l'enseignement, l'entrepreneuriat et les finances pour vous informer. Prochain rendez-vous demain, même heure.